S'il vous plaît, on doit commencer. Bienvenue à ce panel sur la crise économique. Le premier panel, c'était sur la crise politique. Donc, nous voilà arrivés à ce panel de la crise économique. Très important panel. Je présente très rapidement peut-être une petite introduction à ce panel avant de présenter nos panélistes. Donc le cadre général de ce panel, donc une note conceptuelle. En dépit des controverses éternelles sur le degré d'implication de l'État dans les sphères économiques et sociales, partout dans le monde, citoyens et entreprises attendent du nouveau de l'État. De ce fait, ce panel, il va mettre en exergue les leviers à actionner pour passer à un État stratège, réactif, agile. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ça. Est-ce qu'on peut réellement le faire? Comment le faire? Je vais vous épargner, hein. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Je vais présenter rapidement nos panélistes. Je vais commencer, hein, ce n'est pas un ordre bien particulier, quoique. Je vais commencer avec Monsieur Farid Belhaj, vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale. Nous avons également dans ce panel Monsieur Farid Belhaj qui est juste là, vous connaissez, à sa gauche avec la traduction. Donc vous avez Monsieur Dirk Niebel qui est ancien ministre de l'économie et du développement allemand. Il était aussi pendant 6 ans gouverneur à la World Bank, gouverneur de l'Allemagne, représentant de l'Allemagne à la Banque mondiale. Donc, on vient de découvrir également ça. Et, Monsieur Habib Karaouli, donc, qui est PDG de Cap Bank. Monsieur Paulo Carmona, l'autre extrémité du panel. Monsieur Paulo Carmona, qui est président du Forum des administrations des managers. C'est l'IACE portugais. C'est ça, pour simplifier. Et last but not least, notre monnaie aleni nationale et même internationale, hein, je dirais, donc, qui est membre du bureau exécutif de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie et qui est PDG de l'hôtel Al-Badira, la Badira. Voilà, ça c'est pour nos panélistes. Avant d'aller plus en détail, d'essayer de sortir avec quelque chose, hein, on a quelques questions, on va essayer de vraiment make a discussion, on va discuter de tout ça. Encore une fois, donc je ne sais pas, ça tombe par hasard à chaque fois sur moi. Donc, une nouveauté également cette année. L'IACE vous propose, pour démarrer ce panel, en préambule de ces panels, je vais vous proposer un mini-débat de quelques minutes entre un journaliste et un sociologue, un journaliste et un sociologue, et ils vont parler de l'ascenseur social en panne, pas en panne. Je les laisse vous présenter ça. On va les applaudir, on va les encourager. Sous vos applaudissements. مساء الخير لكل متابعينا ومشاهدينا أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي قضايا في عنق الزجاجة. طبعا هناك من يرى أن الحل يكمن في ربطة العنق وهناك من يرى أن الحل في الزجاجة. هذا ليس موضوعنا اليوم سوف نطرح بعض التساؤلات حول مخاض اجتماعي عسير. لماذا تقهقر في بلادنا المستوى المعيشي؟ لماذا تقوقع في بلادنا الدخل الفردي؟ لماذا تقعور جيب المواطن التونسي؟ لماذا تقطع في بلادنا المد التضامني؟ ولماذا تعطل معه المصعد الاجتماعي؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات يحضر معنا اليوم أستاذ علم الاجتماع بجامعة مضيق البوسفور والمتحصل على جائزة تاور بريدج البريطانية عن كتابه مجتمعاتنا بين المد والجزر، الدكتور يعقوب الهذيلي. مرحبا بك دكتور. مرحبا وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة دكتور،
الدراسات التي بحوزتنا نتائجها مفزعة للغاية، وتبين أن المصعد الاجتماعي معطل. ألا تتفق معي؟ لا أتفق معك، لأن المصعد الاجتماعي في حالة اشتغال وليس بمعطل. دكتور، كيف يشتغل وهو في نزول متواصل؟ هو في نزول دائم، وما دام في نزول فهو في حالة اشتغال وليس بمعطب. فمتى نقول أن هذا المصعد الاجتماعي معطب؟ فقط إذا بقي في نفس المحطة. لكن دكتور، النزول شيء سلبي، فلو سمحت فسر لنا ما هي أسباب هذا النزول؟ أسباب هذا النزول هي ثلاث. أولا إدارة ثقيلة أثقلت كاهل هذا المصعد وجعلت من عملية التصعيد عملية عسيرة جدا، إن لم نقل مستحيلة. ثانيا تعليم بالي غير قادر على تفريغ مهندسين قادرين أنهم يقوموا بأبسط عمليات الصيانة مثل التشحيم. ثالثا ما عنديش ثالثا، المعذرة. أتفهم دكتور يعقوب، لكن العلامة الكبير يقول تحل الماء تلقى الماء، تنزل على الزر تلقى الضوء. يعني الزر في بلادنا يشتغل مع الماء ويشتغل مع الضوء، فلماذا مصعدنا الاجتماعي متعطل؟ أبسبب الزر؟ لا أتفق معك مرة أخرى. العطب ليس في الزر، إنما في الضاغط على الزر. يعني تقصد أنه المواطن لا يحسن استعمال الزر؟ طبعا المواطن يستعمل الزر بتهور، فهذا الزر هو زري وزرك وزر الجميع. واسمح لي من المنبر هذا نقدم تريد أن تطلق؟ سأطلق حملة اسمها هاشتاج سيب زري. سيب زري. جميل دكتور يعقوب. إذا أفهم من كلامك أنه لا خلاص لنا أو لا خلاص لمصعدنا ما دام داؤنا في زرنا. هذا هو الكلام. نعم. أوكي، على هذه القولة المأثورة أترككم أعزائي عزيزاتي في رعاية الله. شكرا. شكرا ليك حاتم قروي. والثاني سامحني اللي مع حاتم قروي، عندك ميكرو مازال؟ قدم روحك، قول لهم شو اسمك، خاطر كي نقولها ما تصدقونيش. فيريديك يوري بطاقة. حلمي بن علي. عودها ما سبقش. مونريف بن علي. حلمي بن علي. بحق اسمه حلمي بن علي. Il a une vie. My dream is. أنا أول مرة قابلته قال لي حلمي بن علي، قلت له ورانا بطاقة تعريف فيريديك. المرة الجاية نحطوها عليكم. ميرسي بوكو، برافو، on peut les applaudir. حاتم قروي حلمي بن علي. Bon. Le micro fonctionne. On va enchaîner avec notre panel. On a une petite vidéo Z avec des recommandations de l'IACE.
et on aura des recommandations du panel. Mais Qbel, on va essayer d'attaquer justement ce panel. Et I think I will start with you, Mr. Dirk Niebel. So my question for you, it's in English, so yeah, you can. My question for you is actually an easy one, but it could help us start correctly, properly this panel. The same one would go for you also later. So the question is, the panel is about economic crisis. The panel is about crisis, and the panel is about the role of the state. So I think it's interesting if you could tell us about, through your experience, how do you see the role of the state in making the crisis before even solving it, and also in solving it? So how do you see that? Yeah, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here, and you're quite right. State is able to create crises in economy, but state also have to solve crises in economy. And when I came from Tunis to Sousse, I've seen on the left-hand side of the highway a football stadium. And it's a little bit like playing soccer, because the state should be the referee. The state should create and implement rules and execute the rules. And the football players should try to get the goal. But if state started as a referee to shoot on the goal, you have a crisis. And that's what happens too often, that the state is too much involved into economic affairs. The state thinks it's better if state-owned companies will deal with all economic issues which have to be solved, but at the end of the day, private sector is much stronger than the state. The state only have to create the framework and have to make sure that everybody is playing in the rules which are created for them, and that comes back to the last panel. The biggest issue in development is corruption. And for corruption, there are two to tango. One who takes money and one who gets money. And the first priority of the state to solve a crisis in economy must be fighting corruption. Okay, so the idea, you said, the government, the state should be the referee, but it starts playing and wanting to score a goal, right? Yes. And it shouldn't be its role. You can imagine what will happen in the stadium if the referee starts shooting on the goal. Yeah. Yeah. They will be crazy because they are the fans of one of the both teams, and when the referee is fighting for one team and not for the fairness, for the fair play in the match, the visitors will be crazy afterwards. Mm-hmm. And at the end of the day, you say that the private sector is, anyway, from your opinion, stronger than the state. Of course it is, as long as the state creates and implements and executes rules which are usable. Mm-hmm. So not too many bureaucracy, but enough bureaucracy to have a good framework. Mm-hmm. Okay, so I'll go to you, Mr. Carmona. Actually, oui, c'est la même question, un petit peu. On parle justement de crise économique dans ce panel et on parle du rôle de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est dit avec vous deux, parce que au Portugal, vous avez de par votre expérience, un petit benchmark, mais même du côté de votre pays. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous voyez quel rôle pour l'État déjà en créant la crise, c'est ça le problème, en la créant, et aussi avant de parler du rôle de l'État pour la résoudre. Je sais pas. Ok, d'accord. Okay, bon, merci d'être invité. Nous, au Portugal, on a eu une expérience pareille. On a eu la crise économique mondiale et après l'État a commencé à intervenir sur l'économie, dépenser de l'argent. Qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi des déficits publics après la troisième intervention qu'on a eue en 40 ans. FMI et la Troïka avec la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Donc l'intervention classique de l'État, ça cause de la dette, et la dette, ça peut provoquer la perte d'indépendance et la souveraineté nationale. C'est ce qui est arrivé au Portugal. Parce qu'on a eu une révolution il y a 40 et quelques années, 45, et au contraire les États de l'Est, par exemple les Baltiques, la Tchèque, les autres pays, on n'a pas réussi à restructurer l'État. On a profité de l'État autoritaire, l'État intervenant sur l'économie, on a retourné l'État socialiste et après on
on a eu en 40 ans 3 interventions parce que l'État veut intervenir sur la société, veut prendre les risques de la société. Et ça, les expectatives qu'il donne aux gens, ça, après, c'est difficile au tas de le donner. Donc, au Portugal, on a profité de l'État, on n'a pas fait la réforme structurelle. On a une croissance de 0% presque ces derniers 20 ans avec les interventions qu'on a eues. Et si on trouve par exemple ce qui s'est passé avec les pays de l'Est, ils ont quand même renouvelé, restructuré l'État soviétique, l'État socialiste qu'ils ont eu, et après ils ont construit un État qui soit, disons, l'État intelligent. C'est pour moi, comme mot d'intervention sur ce panel, c'est ce qu'il faut que l'État soit, c'est un État qui est intelligent, un État qui s'efforce sur la régulation, l'État qui est, c'est-à-dire la volonté des peuples de dire on doit faire ça, ça et ça, mais après pour gérer, l'État c'est pas vraiment grand-chose à gérer. Donc même au Portugal, on a vu là les compagnies, les entreprises publiques, c'est quelque chose on ne peut pas toucher, mais après on a commencé à vendre les entreprises publiques et après qu'est-ce qu'on a eu aussi, les entreprises publiques ont commencé à donner des profits, de satisfaction aux clients. Tout le monde est content avec ça. On a eu des PPP par exemple au Portugal, on a essayé ça, c'était un blocage qui était mental sur ça. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est des PPP qui sont bien faits. On a un État qui dirige, qui commande, mais doit être fort sur la régulation, doit être intelligent pour faire la négociation des PPP, et soit les personnes qui savent mieux gérer, qui sont les privés, à faire le jeu, à jouer le jeu de l'État et donner, parce que l'entreprise privée, c'est la meilleure à faire l'allocation de ressources pour donner l'économie pour plus d'efficience. Et ça, c'est en contrastant avec la formule classique de l'État qui fait tout. Mais pour ça, pour l'État être intelligent, il faut appeler les meilleurs. Il faut payer mieux salaire aux gens qui travaillent pour l'État. Parce qu'après, on n'a pas ce qu'on est en train de redresser au Portugal. Ça, c'est la médiocratie qui règne sur les gouvernements et l'administration publique. Voici par exemple Singapour, c'est un papier, c'est un exemple pour le monde. Un ministre à Singapour, je ne sais pas, 1 million et quelques de dollars singapouriens. Donc si on doit avoir un État qui est intelligent, on doit appeler les intelligents. On ne peut pas donner le salaire qui c'est le salaire. Je ne sais pas comment en Tunisie, mais en Portugal, ça commence à monter un petit peu pour appeler les gens. Ça doit être un sacrifice, je pense que les gens pour travailler pour le gouvernement, et ça c'est très bon. Les États-Unis et l'Angleterre, ils font un petit peu le sortant, le privé et le public. Donc les personnes qui commandent l'économie sont personnes qui connaissent les problèmes des entreprises. Mais il faut avoir un sacrifice, un give back, un sacrifice pour gens pour travailler sur le public, mais ça ne peut pas être un très lourd sacrifice. Donc, il faut quand même le coût d'opportunité. Et ça, l'État intelligent, c'est donner l'infrastructure, c'est donner l'offre, et surtout, c'est le network comment on dit, pour faire l'infrastructure de knowledge. Soi-disant, la connectivité à le monde extérieur, les aéroports, les ports, l'éducation, c'est fondamental l'éducation, parce que c'est difficile d'État pour dire on doit faire ça et ça et ça, le chemin c'est par là. Comme vous avez dit, 65% des gens, des petits enfants, ils ne vont pas savoir que c'est leur emploi dans, je ne sais pas, 30 ans. Donc le monde change tellement que c'est difficile même pour quelqu'un, pour deviner la balle de cristal, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir. La grande question pour l'État sur les crises, c'est créer la disponibilité d'éducation, d'infrastructures pour les gens, pour redémarrer la crise. Très bien. Alors je souhaite dire à nos panélistes et vous rappeler, parce qu'on s'est dit ça juste avant de démarrer, donc n'hésitez pas, c'est même vivement recommandé de rebondir si vous avez des choses à ajouter. Justement, j'aimerais bien faire rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit et avoir vous, votre perception, que ce soit Sifalid Belhaj et vous de même. Je pense aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit déjà, je pense qu'il y a matière de rebondir. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, quel genre d'État on veut? Quel rôle pour l'État? Comment vous le voyez? Moi, j'ai quelques suggestions. Est-ce que c'est un État qui soit en mesure d'identifier les opportunités, les filières, les partenaires de demain, d'exercer un rôle de veille, d'évaluation, de prospective,
je suis en train d'énumérer quelques pistes. Un État qui puisse coordonner les initiatives privées, mobiliser en faveur des projets et des filières stratégiques. Voilà, quelques pistes. C'est comme ça que vous le voyez. Est-ce que vous confirmez ça? Si vous avez d'autres pistes. Et puis, c'est intéressant de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Vas-y. Comme vous voulez. C'est Philippe, ensuite ça. Comme on dit, hein, nul n'est prophète en son pays. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais apporter quelques perspectives par rapport à ce que nous faisons d'une manière générale à la banque et dans la région MENA, justement sur ces questions-là, et avoir un débat et probablement apprendre, notamment d'un parterre d'entrepreneurs. Donc c'est important qu'il y ait cet engagement et cette interaction. Je vais abonder dans le sens de mes deux collègues. L'État, effectivement, est un État qui doit mettre en place un cadre général, des stratégies. L'État doit être un État qui régule, un État qui légifère en dernière analyse ou en dernier recours. Mais je ne suis pas de ceux qui pousseraient pour une inflation législative. Ce n'est pas bon et ça ne propose pas suffisamment de flexibilité, notamment dans un monde aujourd'hui qui bouge très vite, dans des industries, et notamment les industries des nouvelles technologies, qui bougent extrêmement vite et qui ne souffrent pas de la rigueur et de la rigidité de la loi. L'État doit être un État régulateur. L'État doit être un État qui permet à tous d'avoir la possibilité de s'engager sur les marchés. Et là, il y a un point que je souhaiterais souligner. C'est vrai que l'État fait son travail. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi qu'on puisse instiller une dose importante de contestabilité dans les économies des pays sur lesquels on travaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui aujourd'hui, dans les économies, que ce soit en Tunisie, nous couvrons à partir de la région MENA du Maroc jusqu'à l'Iran. Et je peux vous dire que à 90% des pays que nous couvrons, nous avons le même phénomène. Il y a ce phénomène d'accaparement de grandes parts de marché dans l'économie et qui font en fait qu'il n'y ait pas suffisamment de contestabilité, qu'il n'y ait pas suffisamment de possibilités, d'espace offert, notamment aux jeunes, notamment à ceux qui ont des possibilités de créer, d'avoir de nouvelles idées et d'avoir de nouvelles manières de faire les choses. Il y a aujourd'hui, on le voit, de larges segments du marché dans l'économie tunisienne, mais aussi à travers les pays sur lesquels on travaille, qui sont sclérosés. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On s'aperçoit, je prendrai, pour sortir un peu de la Tunisie 2 secondes, l'exemple d'un pays qui est en train d'avancer relativement bien, qui est stable et qui a une perspective. Je prends le Maroc. Je sais que chaque fois que je parle du Maroc, il y a quelque chose qui se réveille dans chacun des Tunisiens ici, parce qu'ils ont un petit problème par rapport à cette interaction avec le pays, mais ce n'est pas grave, parce que c'est réciproque. Ce qui est important, c'est qu'en fait, le Maroc a investi énormément dans l'infrastructure. Le Maroc a investi énormément dans ce qu'il croit être la plateforme qui pourra apporter plus d'investissement et plus de dynamique économique. Mais ce qu'on voit aussi dans le même temps, c'est que le Maroc n'est pas en train de croître comme il devrait croître. Il est en train de croître à cette année 2,7%, probablement l'année prochaine à 3,2, 3,4%, bien en deçà de là où il devrait être. Regardons la Tunisie de 2005, 2006, 2007. C'était la même chose. C'était aussi beaucoup d'activités, mais en réalité une croissance qui était relativement faible, en tout cas en deçà des potentialités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de vie et d'énergie et surtout d'oxygène mis dans le système économique. Il y a trop de mainmise. Quand je regarde aujourd'hui la manière avec laquelle les banques interagissent avec ceux qui souhaitent entrer sur les marchés, avec les nouveaux intrants, il y a effectivement un problème qui se pose. Quand on veut aller voir une banque et qu'on demande un crédit, on vous demande absolument tout, y inclut la maison de votre grand-père, etc. Ce n'est pas normal. Il y a effectivement à ce niveau-là quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, ce n'est pas seulement à l'État de le faire, c'est aussi au tissu économique de pouvoir faire preuve de plus de flexibilité et de porosité. Il est extrêmement important de donner plus d'oxygène dans ce tissu économique. Et encore une fois, ce n'est pas seulement la Tunisie, je vois ça en Égypte aujourd'hui, et c'est une dynamique totalement différente parce qu'il y a aussi une lourdeur dans le système là-bas qui est importante et qui est incontournable et qui fait en fait
qu'on va arriver très bientôt à une manière de plateau par rapport à la croissance économique de l'Égypte. Et je peux encore une fois citer certains autres pays. Donc encore une fois, pour nous aujourd'hui, le point clé, c'est la contestabilité des marchés. Et cette contestabilité ne pourra être assurée que par un État qui réglemente et par une justice qui puisse, quand je parle de contestabilité, il y a la dimension de la concurrence, du Conseil de la concurrence, de la capacité du Conseil de la concurrence à travailler de manière efficace, d'avoir une possibilité d'autosaisine et d'avoir la possibilité d'être effectivement, opérationnel et de pouvoir être crédible. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut absolument créer dans ce pays, de manière à ce que la croissance redémarre. Je pense qu'Habib déjà voulait rebondir à part répondre à la question. D'abord, je voudrais vous remercier. Puis, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un maître. Vous entendez? Qui, ah là, c'est bon. C'est bon. J'ai eu la chance d'avoir un maître qui m'a appris une chose. Il m'a dit que dans des situations difficiles, il faut faire appel à deux catégories de personnes. Les philosophes ou les humoristes, parce qu'ils sont capables d'aller à l'essentiel et au vrai sens des choses. Et je crois que les deux humoristes que nous avons eus ce matin ont vraiment résumé toute en fait, la problématique dont nous allons discuter. Et ça m'inspire cette petite réflexion quand j'entends un certain nombre de responsables gouvernementaux parler de leur réussite. Parfois, je me pose la question, j'ai envie d'échouer, parce que ce n'est pas du tout la conception de la réussite que nous concevons. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voudrais juste 2 ou 3 petites observations sur ce qui vient d'être dit. Monsieur le ministre a parlé de corruption. Je crois qu'il y a un élément capital qu'il faut constamment adjoindre à la corruption. Pour moi, c'est un couple. C'est la mauvaise gouvernance ou la non-gouvernance. On ne prête pas attention suffisamment à cela. Le coût de la non-gouvernance ou de la mauvaise gouvernance est supérieur à celui de la corruption, Monsieur le ministre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Haut Comité du contrôle administratif financier, M. Kamal Ariadi, en Tunisie. Donc, élément clé et mot-clé, gouvernance. Et c'est transversal, ça peut se décliner à tout le monde, mais essentiellement à l'État. Gouvernance, et j'ajouterai un deuxième élément pour ce qui concerne l'État, c'est l'exemplarité. Vous ne pouvez pas légitimement avoir de l'autorité ou exiger de tous les opérateurs de vous obéir, d'obéir à votre réglementation si vous-même vous n'êtes pas exemplaire. Or, l'État tunisien, en l'actuel des choses, n'est pas exemplaire en matière de respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment en introduisant de l'asymétrie et en introduisant une espèce de concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs privés. Je vous cite un certain nombre de cas. Le code des télécoms, par exemple, est très clair. Un actionnaire dans une compagnie de télécom ne peut pas être actionnaire dans d'autres compagnies. L'État tunisien est actionnaire dans les 3 compagnies de télécom en Tunisie. Nous avons une loi qui date de 1991 et qui organise la concentration, et justement pour éviter qu'il y ait des concentrations sectorielles, et qui limite à 30% le poids de chaque opérateur dans un secteur. L'État est le premier, et dans un certain nombre de secteurs, notamment dans les banques et les finances, est présent de manière supérieure et très loin supérieure à cette... et je peux vous citer des tas d'exemples. Ça, c'est, je crois, un élément qui est, à mon sens, important. Si Farid a parlé de législation, ça fait un certain nombre d'années que j'avais dit que je fais le pari que l'on peut rester dans ce pays pendant au moins 3 ans sans aucune production législative additionnelle. Nous n'en avons strictement. C'est pour ça que j'ai toujours rappelé, quand j'entends un responsable me dire qu'il ne peut pas justement agir parce qu'il n'est pas couvert par une loi ou par une réglementation quelconque, je suis désolé de les dire, je les appelle des prétextes à inaction. Nous avons un corpus législatif et réglementaire tellement fourni, tellement dense,
qu'il peut couvrir toutes les situations possibles et imaginables, si tant est, bien entendu, que l'on ait la volonté de le faire. On a fait, vous parliez justement, monsieur, des PPP, on a fait, comme monsieur Jourdain, du PPP sans le savoir, quand il n'y avait pas une loi. Et quand, à partir du moment où on a une loi qui cadre les PPP, il n'y a eu aucun projet de PPP, et je vous tiens le pari, il n'y aura aucun projet de PPP sous l'emprise de cette loi. Parce que nous avons une spécialité typiquement locale ici, c'est que nos lois sont faites pour nouer, pour densifier, pour complexifier, pour inhiber, pour incapaciter. Elles ne sont pas faites justement pour ouvrir. Et elles viennent justement très en amont de l'innovation, très en amont pour justement fermer et inhiber toute initiative. Et je peux vous citer une dizaine de lois qui sont sorties depuis 9 ans, qui sont venues justement inhiber et bloquer l'investissement privé et faire en sorte... Donc, arrêtons avec cette idée que pour réformer, il faut des lois nouvelles, etc. Ça, j'ai juste une observation, je ne voudrais pas monopoliser la parole pour dire que si Wassim tout à l'heure avait fait référence à une idée qui m'est chère, en temps de crise, moi je maintiens qu'il faut plus d'État pour mieux d'État. Parce qu'en temps de crise, il en est des États comme des entreprises, comme des familles, comme des groupes, comme des corporations, il faut resserrer le commandement. Il faut resserrer les lignes de passage des décisions, parce qu'il faut de la sérénité, de l'agilité, parce qu'il faut de la célérité, parce qu'il faut responsabiliser les gens et pas laisser ce que j'appelle la responsabilité collective. C'est un concept absolument cruel, parce que la responsabilité collective conduit à l'irresponsabilité individuelle. Comme ça, tout le monde n'est pas trop responsable. Pas en temps de crise, je vais citer quelques cas. Les États-Unis, qui sont la Mecque du libéralisme, on l'oublie souvent, ils n'ont pas hésité à mettre en place en 2008 un programme qu'ils ont appelé TARP, c'est Troubled Assets Relief Program, de 700 milliards de dollars qui ont été mis à la disposition du secrétaire au Trésor à l'époque, Henry Paulson. Pourquoi? Pour justement solutionner les problèmes des banques et des établissements financiers. Et c'est comme ça que AIG a été sauvé, que Bank of America, Citi, Morgan Chase et j'en passe. Tout de suite après, l'année d'après, ils ont mis tout un programme pour sauver General Motors. En France, plus près de chez nous, il y a eu des programmes similaires avec Peugeot. Il y a encore une année, le gouvernement de Macron n'a pas hésité à préempter face à un dossier qui est le constructeur naval français à Marseille, parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un risque systémique. Donc ma conclusion, c'est quoi? C'est que l'État est légitime pour intervenir quand il y a une menace systémique et pour justement résoudre les problèmes de manière à ce que le secteur privé puisse justement retrouver sa vitalité. Donc il n'est pas illicite que l'État intervienne momentanément, bien entendu, pour indiquer, pour être un peu la locomotive. On ne peut pas, raisonnablement, il faut être lucide à ce niveau-là, on ne peut pas demander en l'état actuel des choses à l'investissement privé tunisien, l'investissement domestique, d'aller investir dans les 13 gouvernorats qui sont en train justement de constater, mesdames et messieurs, les statistiques sur les intentions d'investissement de l'API pour les 8 premiers mois indiquent une décélération de 52% des intentions d'investissement dans ces régions-là. Dans certaines régions, ce n'est pas seulement de la décélération, c'est de la désindustrialisation, c'est du désinvestissement. Donc vous avez une problématique nouvelle. Si face à cette situation-là, l'État ne met pas en place des programmes, ne met pas Trump, on ne peut pas accuser Trump d'être un socialiste, il a mis en place un programme de 2000 milliards de dollars sur un horizon de 25 ans pour réhabiliter et restaurer les infrastructures. C'est Farid, si je dis une bêtise, rectifiez-moi. Les États-Unis, qui sont encore une fois les champions du libéralisme, je ne sais pas si vous le savez, mais le taux d'investissement public moyen aux États-Unis, il est de 2 fois
celui de la zone euro. Ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est qu'il y a un gouvernement qui estime qu'il y a un certain nombre d'activités qu'il doit impulser, qu'il doit protéger, à charge, bien entendu, pour ces secteurs-là, de rebondir par la suite et en bénéficier de l'appui de l'État. Donc pour moi, il est impératif que l'État soit beaucoup plus fort en temps de crise, beaucoup plus que, j'allais dire, en temps d'opulence, parce que, juste, je voudrais finir avec quelque chose qui m'est tout à fait cher, parce que quand j'insiste souvent sur le fait que l'État doit développer des politiques publiques de transport multimodal, etc., des politiques publiques d'enseignement, pour une raison toute simple. C'est quand on améliore les services publics, on libère du pouvoir d'achat. Le jeune couple de fonctionnaires qui met son enfant dans une école privée, ce n'est pas parce que, justement, c'est un choix. Ils sont contraints parce qu'il y a eu perte de qualité de l'enseignement privé. Si je remets de l'enseignement de qualité dans le public, si je remets un système de santé de qualité, un système de transport de qualité, je libère du pouvoir d'achat puisque les ménages ne seront pas obligés justement d'aller. Et quand je dis libérer du pouvoir d'achat, ça impacte immédiatement votre niveau d'inflation et ça impacte, sujet dont on a parlé tout à l'heure, ça impacte directement votre capacité de négociation en matière d'augmentation justement de salaire parce que vous aurez réduit concomitamment le niveau d'inflation, etc. Donc, encore une fois, l'État, pour moi, reste l'acteur principal en temps de crise et la locomotive et le recours ultime. Merci à vous. Alors, je comptais aller vers vous, Monet, mais juste 2 secondes. Il va rebondir, c'est Félix. Justement, tout à fait. J'arrive. Micro, deux commentaires. D'abord, oui, absolument. L'engagement de l'État, vous avez pris l'exemple des États-Unis. C'est vrai que pour les grosses infrastructures, il y a aussi ce plan. Et puisque nous sommes entre nous ici, je peux vous dire que cette équipe était venue à la Banque mondiale et nous avons eu une bonne discussion, notamment par rapport à notre expérience dans les PPP. Et nous avions à ce moment-là l'équipe de la Banque mondiale qui travaille sur les PPP, qui s'est engagée avec l'administration Trump pour leur donner un petit peu l'expérience mondiale. Mais 2 points rapides. Première chose, vous avez tout à fait raison, hein, quand il y a crise et quand il y a nécessité pour l'État d'intervenir, il faut qu'il intervienne. Et c'est là où des institutions comme la banque deviennent fondamentales. Alors je vous le dis là, pour que vous le sachiez, quand on parle des zones reculées, hein, des zones défavorisées, là où aujourd'hui, comme vous le dites, il n'y a pas cet engagement du secteur privé pour aller chercher l'investissement, eh bien, c'est à l'État de le faire. Et vous savez quoi? C'est à la Banque mondiale de le faire et l'État est venu vers la Banque mondiale. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que, et je l'ai dit hier à la télévision, 325 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale à des taux battant toute concurrence, eh bien, sont installés au chaud, au Parlement, en train d'attendre qu'un jour on puisse faire attention et qu'on les ratifie. Et c'est tellement dommage parce que ce sont des projets importants et des projets qui vont aller dans ces zones. Troisième point, et je m'arrête ici, la question de cette inflation législative. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous prenez le secteur des nouvelles technologies. C'est un secteur qui évolue à une vitesse grand V. Ce que vous décidez aujourd'hui n'est plus vrai demain. Alors nous, parce que nous sommes extrêmement proches de cette tradition latine de légiférer pour tout ce qui bouge, nous nous sommes empressés à aller et nous avons adopté le Startup Act. Et nous en avons fait une grande affaire. En réalité, quand vous regardez cette loi, c'est une loi qui est en train de freiner l'innovation. Parce que le jour où cette loi a été adoptée, elle était déjà obsolète. Quand on va voir ceux qui vraiment travaillent dans les startups, la seule chose qu'on vous dit, aidez-nous à faire en sorte que l'État gets off our back, qu'il nous laisse tranquilles. Et c'est important, parce que l'État n'a pas vocation pour entrer dans l'entrepreneuriat et surtout pas dans celui-là. Donc il y a effectivement quelque chose à régler à ce niveau-là et qu'on puisse aller vers un système plus anglo-saxon
où tout ce qui n'est pas spécifiquement interdit est permis. Et qu'on ne soit pas tout le temps en train d'attendre que tout ce qui soit spécifiquement permis soit légal. Il faut changer un petit peu cette approche que nous avons et qui malheureusement nous freine beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, je fais des interviews avec des startups pour ceux qui le savent. Et souvent, il y a cette phrase qui revient, c'est devenu un slogan pour moi. Je vais le dire en tunisien, donc si vous voulez mettre la traduction, je vais essayer de traduire. Au moins, tout simplement. Ils essaient de le résumer, donc c'est ça. Exact. Get off our back. Mounir El-Leni, vous représentez un petit peu, quand même, si beaucoup, le secteur privé dans ce panel. Alors vous, votre perception, comment vous voyez le rôle de l'État? Et puis, tiens, je vais profiter pour relancer un deuxième tour de questions avec tout le monde et je vais redémarrer par vous. Et alors, qu'est-ce qu'on peut réellement atteindre? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire concrètement aujourd'hui? Et tiens, une troisième pour la route, quelle est la mère des réformes? Et en 2 mots. Merci Wassim. Alors, depuis la Révolution, on a vu effectivement l'État s'affaiblir et puis le secteur privé, à un certain moment, s'est dit on va avancer quelque part, on n'a pas besoin de l'État, on va avancer. Et c'est ça qui a fait que pendant des années, on a vu la résilience du secteur privé, mais là, le secteur privé s'essouffle parce que l'État devient un élément bloquant. Et quand on dit un élément bloquant, c'est surtout au niveau de tout ce qui est administration. Donc effectivement, là, je réponds à ta deuxième question. C'est la mère des réformes, effectivement. C'est la réforme de l'administration, parce qu'aujourd'hui, comme vient de dire M. Belhaj, à défaut d'aider, au moins ne bloquez pas. J'ai entendu M. Belhaj dire l'État doit faire, l'État doit jouer ce rôle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre État en Tunisie peut jouer? Je pense que dans l'idéal, l'État devrait être... L'État est stratège. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vu passer les dernières années et ce qui se profile pour les 5 prochaines années, je pense que parler d'un État stratège devient un luxe inabordable pour nous et que peut-être on devrait plus demander ou se pencher sur les capacités opérationnelles de l'État et ce que l'État pourrait et les réformes qui seraient à sa portée. Les exemples pour montrer que l'État n'est pas du tout stratège pullulent, donc on n'a pas besoin, je pense, de citer des exemples, on partage tous le diagnostic qu'on marche sur la tête depuis quelques années. Donc autant se pencher sur les capacités opérationnelles qui sont à notre portée. Et en premier lieu, je pense que les milieux, le secteur privé, les chefs d'entreprise de manière générale sont inquiets de la non-application de l'état de droit. Ça a été dit au premier panel, ça a été déjà redit. Un chef d'entreprise pour investir a besoin d'être tranquille sur 2 volets, la lutte contre la corruption et puis la justice. Mais pas dans le sens de légiférer. Je partage votre avis, on n'a pas du tout besoin de nouvelles lois, on a juste besoin que les gens qui sont supposés appliquer la loi l'appliquent, qu'il y ait le courage et qu'il y ait et que l'impunité cesse. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a une affaire en justice, d'abord, il doit être rassuré sur les délais que la justice va passer à examiner son recours. Et la deuxième chose, aujourd'hui, il est impensable de continuer à ne pas exiger une redevabilité des magistrats par rapport à des jugements qui... de toute évidence, ne sont pas dans l'équité et dans la normalité des jugements. On a vu les dernières semaines beaucoup d'emprisonnements sous influence politique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les cours qui ont suivi ces jugements qui ont effectivement... ça a été avéré qu'il y a eu des arrestations abusives. Et donc aujourd'hui, un chef d'entreprise n'est pas du tout rassuré d'investir et pourrait
éventuellement préférer être rentier, ce qui n'est pas bénéfique ni pour l'entreprise, ni pour l'économie, ni pour l'État. Et pourquoi il ne le serait pas? C'est un des rôles de l'État, justement, c'est d'enlever ces blocages et de... pardon, je fais un deuxième parallèle, le côté équitable. Aujourd'hui, j'ai entendu Sikara Ouli, je pense, parler de mauvaise gouvernance et du coût de la mauvaise gouvernance. Nous, chefs d'entreprise, quand une entreprise est en mauvaise gouvernance, eh ben, elle coule. Il n'y a personne ici pour la rattraper. Alors qu'on voit depuis des années les entreprises publiques qui ne sont absolument pas dans la bonne gouvernance et qu'on continue indéfiniment à soutenir avec notre argent. Donc il est plus que temps que ça cesse. Je pense que le secteur privé est tout à fait disposé à fournir les efforts, aussi bien le secteur privé que les partenaires sociaux. D'ailleurs, ça a été dit par la centrale syndicale ouvrière que les efforts, qui pourraient encore consentir à des efforts et à des sacrifices, mais à condition que ces sacrifices-là aillent pour des réformes, aillent pour améliorer la situation où elle a les infrastructures et non pas aille pour le train de vie de l'État et pour en fait tout l'argent qui est passé à la poubelle depuis des années et qui aurait pu être avec une meilleure gouvernance alloué à des ressources qui auraient contribué à la relance de l'économie. Merci. Alors, juste avant de passer, j'ai envie une réaction de M. Camonet. Je prépare juste l'équipe donc pour un sondage. Donc, vous avez déjà utilisé, il me semble, Slido, vous étiez très nombreux à l'utiliser. Et à ce propos, j'ai envie de lancer une question, le temps que vous puissiez rebondir. Ils vont avoir le temps de voter. On va voir en temps réel ce qu'ils en pensent. Ben, tout simplement, pour clôturer un petit peu ce premier chapitre de ce panel, c'est, selon vous, quel modèle d'État a adopté? Vous avez trouvé 2 petites réponses, donc proactif, stratège. On est curieux de voir ce que vous en pensez. Vous aurez peut-être été influencé un petit peu par ces réponses. Donc ensuite, on va inverser, on va lancer un deuxième sondage sur la question à laquelle on va voir ce qu'ils répondent et ensuite avoir votre feedback. Monsieur Carmona, si vous pouvez... Seulement pour commenter un tout petit peu. On a eu l'expérience, en 2012, Portugal on a eu peut-être un tiers des touristes qui avaient Tunisie à l'époque. Après, on a eu l'intervention externe parce que normalement, les politiciens n'ont pas le courage de faire les réformes structurelles. Et d'abord, les politiciens aiment beaucoup protéger l'État, ses pouvoirs. En 2012, on a eu l'intervention, des réformes structurelles importantes. C'était privatisation de l'aéroport, Open Skies Agreement, pas de protection à la carrière nationale TAP, et après divulgation de l'État, la divulgation du tourisme au Portugal. Aujourd'hui, on a gagné beaucoup de primes sur le touristique. L'opérateur privé, c'est Vinci. C'est l'intérêt à eux d'augmenter la liaison d'aviation, de liaison aérienne. Open Skies, on a Ryanair, on a EasyJet, on a toutes les compagnies aériennes qui volent au Portugal. Donc, le tourisme a explosé. On a eu 3 millions. Aujourd'hui, on a peut-être 20 millions de touristes par année à cause, il y a beaucoup de causes, mais une de ces causes, c'est l'État qui a complètement sorti sur le tourisme. Par exemple, au Brésil, on privatisé les aéroports. Les vols et les touristes au Brésil ont doublé, le nord-est, Fortaleza, Salvador da Bahia, etc. C'est à cause de ça, c'est des intérêts de l'État, normalement, en tout cas, pas tout le temps, sont des intérêts de la communauté, de la société. Alors, avant de passer à la suite, j'ai un deuxième sondage pour vous, mais avant, je ne sais pas si... Voilà, c'est bon, c'est prêt, donc vous voyez, vous avez le retour là. Donc, plutôt stratège, plutôt le rôle de l'État stratège. J'ai envie de lancer la deuxième et dernière question. Et le temps que vous y répondiez, nous allons regarder ensemble des recommandations de l'IACE. Et comme ça, on peut réagir avec nos panélistes par rapport à tout ça. Alors, la deuxième question, est-ce que vous êtes pour une politique de ciblage industriel?
est-ce que vous êtes pour une politique de ciblage industriel? Ça, c'est pour vous, pour Slido, donc pour pouvoir répondre, essayez de le faire. J'aimerais bien voir vos réponses avant de faire réagir nos panélistes. Et en attendant que vous puissiez voter, Régis, s'il vous plaît, si vous pouviez lancer la vidéo de... On est en train de voir? Wessim, si tu permets. Très bien, on va attendre un petit peu. Wessim, oui. Si tu permets, juste sur la question de l'IACE, je ne peux pas ne pas réagir n'étant pas du secteur industriel. Donc si on peut la reformuler, politique de ciblage par rapport aux politiques publiques sectorielles. Même si, Mounir, tu m'excuseras, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. L'industrie, le tourisme, c'est une industrie. Les services sont une industrie. Pas dans la perception en Tunisie, mais je partage votre avis. Du terme. Donc je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès. Et dans le monde, on parle d'industrie touristique, tout à fait. D'industrie touristique, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut réagir sur ce qui... المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. أيام المؤسسة. الأزمة الاقتصادية ودور الدولة. في 2016 صادقت الحكومة على مخطط خماسي للتنمية وتعاملت على إثره بعض الخطوات مثل برنامج مكافحة الفساد والقانون الجديد للاستثمار، ولكن نتائجها الاقتصادية على أرض الواقع كانت دون المأمول. نسبة نمو هشة في حدود 1% سنة 2019، عجز الميزان التجاري تعمق ب 63.03% سنة 2018، وإنتاجية تتراجع ب 4% في 2016. كما تم تسجيل مبادرات لوضع استراتيجيات صناعية كانت أغلبها معزولة والفاعلية متاحة على القطاع ضعيفة. توجهات السياسات الصناعية في السنوات الأخيرة كانت في الغالب تصب في سياسات قطاعية مثل زيت الزيتون أو التمور، بينما البلدان المنافسة لتونس توخات سياسات أكثر فاعلية أعطت نتائج إيجابية وفي وقت وجيز. قدام التعثر الاقتصادي يقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سياسة اقتصادية حسب أهداف واضحة تستجيب لشروط دقيقة، تعتمد على نقاط قوة كل جهة وتكوين يد عاملة مؤهلة أو مختصة، وتعتمد لتحقيق ذلك وسائل كما الاطلاع على تجارب مؤسسات ناجحة في الداخل وأيضا في الخارج، ودعوة كفاءات وطنية لاستشارات جدية ومجدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا انسجام تام لسياسة تشجيع الاستثمار مع خطة واضحة تعتمد السيبلاج اندستريال، بالإضافة إلى دعم اندماج المؤسسات التونسية في السلسلة القيمية الشاملة لشان دو فالور جلوبال، من خلال تحليل شامل للمنظومة القيمية الخصوصية للقطاعات المستهدفة وخاصة ذات المضمون التكنولوجي العالي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. Voilà, donc ça c'est pour la vidéo. Est-ce qu'on peut voir voilà, les résultats du sondage? Comme ça on va tout faire d'un coup. Donc est-ce que vous êtes pour une politique de ciblage industriel? Vous êtes en très très grande majorité pour, donc comme ça c'est clair. Alors vous, nos chers panélistes, alors on va y aller peut-être dans le premier ordre puisque M. Dirk, je pense, on n'est pas revenu vers vous depuis tout à l'heure, vous m'en excuserez. Donc for the question, si on peut remettre la question. Ok, so, par rapport, je ne sais pas si vous lui avez traduit, parce qu'il a l'air d'attendre encore, donc par rapport à cette question de politique de ciblage, la salle répond oui, ciblage industriel, donc la salle répond oui en grande majorité. Qu'en pensez-vous d'une manière générale, politique de ciblage? On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs avant de commencer. Et puis, on peut attaquer juste pour gagner du temps, 2 en 1. Vous, quelles sont vos recommandations peut-être comme vous venez d'avoir la traduction, je pense, de la vidéo, de ce que vous avez vu. Ça, c'était les recommandations de l'IACE. Quelles sont les vôtres peut-être? S'il y a des choses que vous partagez et les vôtres. You asking me? Yeah. I couldn't understand anything because I don't understand Arabic. I'm sorry about this. Donc il n'y a pas eu, y a pas eu. And we had no translation to the video. Okay, so anyway, your recommendations about today. I asked you a few questions earlier. I don't know if you remember. I'm gonna remind you of these questions. I think it's gonna be easier. And anyway, it's going the same way. So I'm gonna translate it for you. So about the
solutions today for economic development for fragile countries, probably like Tunisia, countries that could face some financial problems or restrictions, and also problems with the market. And also I would like to know about the all the today, if we see a framework, a political framework, fragmented political framework in countries probably like Tunisia, now what you are actually currently living. So what kind of reforms can be implemented knowing that we have high social expectations also? So how do you deal with that kind of situation? So. Yeah. I understand. That's really difficult, but you mentioned before that you also have to put in the social partners to discuss the future way how you can work with, together with social society. It's not only an issue for the government. It's also an issue for industry and the social society. And I'm coming back to good governance and to corruption. Both are two sides of the same medal. At the end of the day, if you have bad governance, it's the basis for creating more corruption. Both belongs together. And when you have bad governance, you won't invite investors for foreign direct investment. And if you have financial problems, you need foreign investment in especially the key industries or the key parts of your economy, like in tourism, in agriculture, and things like this. So the first step must be to decide, what do you want? Do you want to have a strong state, or do you want to have a fat state? A fat state is not even a strong state. And when I've seen, and it's a blick from abroad, I'm sorry about this, when I've seen that 98% of the budget for education is going into salaries for the administration of the education, at the end of the day, it can't be so many left for educating the children. And it was Nelson Mandela who said, education is the most powerful weapon in the world. And he's right, because what you have between your two ears, no dictator in the world can take away from you. And that's the reason why education, especially vocational training, is the most important to get a change in economic growth and a change in the financial situation, not only of the private sector, but especially of the state. Because without economic development, you won't have tax income. Without tax income, you don't have the capacity for infrastructure financing, you don't have the capacity for a good health system and for a good educational system. So it belongs together. And then, after the revolution in 2011, we did from Germany, from the German government, a lot financial things to help the countries which have been on a good way, and Tunisia was one of them. And what I learned in that time is that you have a very good formal educated young population, but they are wrong educated for the working market in several times. And I've seen it in Tunisia, in Morocco, in Egypt, and other areas of North Africa, that young people which are formally very well educated have no chance to find a job, because they are looking for white-collar jobs, and they don't see that they can earn much more money with some blue-collar jobs. Let me make one example. We have my company. I'm working after I'm leaving politics. I'm working for Rheinmetall AG. It's a high-tech company for mobility and security, and we have one factory in Algeria. For this factory, the building of the factory was paid from Qatar, I guess, and my chancellor and Mr. Bouteflika decided that we need a good skilled workforce. And we brought 200 young Algerians to Germany. They get courses in German, in integration, and they got vocational training up to mechatronics. Welder, mechatronics, things like this. And this factory in Algeria is running with only 3 expats. It's an assembling factory, of course. The vehicles will be built in Germany. We put it in a box. We named it Fox in the Box because the name of the car is Fox. We put it in a box, send it to Algeria, and they assemble it. And they make it on a very high quality level, and they earn really good money
especially if you see what other people earning in money. So it's only one example. You can't do it in every country, of course. But it's one example to bring young people realizing that not only commanding its share in an office can be successful for the working life, but also getting skills, earning experience, and working on blue-collar jobs. And I think this is a deficit in the whole area, not only here. And this is a part of education, to make sure that there are a lot of jobs which could bring you a good income, which could bring you, because you have a good job, you made a good job, bring you a good public mind, and it's not so high sophisticated, formally only university degrees. And I think this could be a way. And I'm going to Mr. Kamal, but Mr. Faïd, juste pour rebondir, this could be a way, comme il le dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire? Is it a way for Tunisia, pour un pays comme le nôtre? J'ai envie de vous faire réagir, vous et Serbi, peut-être aussi par rapport à vous. Merci. Si vous le permettez, je voudrais juste, parce que je crois qu'on doit avoir une compréhension commune, c'est indispensable si on veut avancer un peu plus. Il a été dit ce matin que nous avions un problème de ressources. Je suis désolé, mais j'ai dit depuis très longtemps que nous n'avons jamais eu en Tunisie un problème de ressources. Nous avons toujours eu et nous avons encore un problème d'emploi. Nous avons un problème de capacité d'identification de projets, notamment structurants. Et nous avons un problème de capacité de mise en force de nos projets. Je n'en veux pour preuve que quelques chiffres que je vais vous donner. Rien que chez l'AFD, il y a 1 milliard d'euros qui est en attente d'être employé. Vous avez sûrement vu l'interview de l'ambassadeur de l'Union européenne concernant les ressources qui sont mises à disposition et qui ne sont pas exploitées. Je ne voudrais pas titiller Faïd, mais il vous dira exactement la même chose concernant la Banque mondiale, etc. Donc les ressources sont là. D'ailleurs, juste pour rebondir, parce que c'est pertinent ce que vous dites, on peut vous faire réagir en un chiffre par rapport actuellement au Parlement, par exemple. Au Parlement, j'ai dit qu'il y a 325 millions de dollars. Mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons, mon collègue Tony Verheyen est sorti sur la presse il y a quelques jours pour dire voilà ce que la Banque mondiale a mis à la disposition de la Tunisie depuis 2011-2012. Et tout ça, je ne suis pas en train de dire que rien n'a été dépensé. Mais ça n'a pas eu le même degré d'efficacité que nous aurions souhaité. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui est là, qui ne fait rien. Et il y a aussi un certain nombre de projets qui n'avancent pas, qui ne sont pas mis en œuvre de manière aussi efficace qu'ils devraient l'être. Et là, effectivement, il y a un problème par rapport à la capacité ou la volonté de l'administration d'aller de l'avant sur ces questions-là. Donc je rejoins Ahmed. Commençons déjà par rentabiliser la capacité installée. Deuxième élément qui me semble important, je voudrais juste rappeler que nous avons, et sans ironie aucune, une des meilleures constitutions au monde, sur le plan, bien entendu, des libertés et des droits. Notre constitution parle de toutes les libertés et de tous les droits, sauf un, celui d'entreprendre. Il n'y a pas un mot dans la constitution tunisienne sur la liberté d'entreprendre. Comment voulez-vous justement réconcilier les citoyens et le peuple avec... De mémoire, il y a carrément eu une tentative qui n'est pas passée. Mais qui a été rejetée. Oui. Pareillement pour le positionnement de la Tunisie en Méditerranée. Donc, il y a déjà cet élément qui me semble important. Sur la question de la taille de l'État, je crois que c'est important. Et je dois dire, et les spécialistes vous le confirmeront, que la théorie ne nous aide pas beaucoup sur cette question-là, parce qu'autant il est extrêmement difficile de calculer l'endettement optimal d'un État, il est également très difficile de configurer la taille idéale d'un État. C'est pour ça que moi je reviens sur ce que j'appelle la contextualisation. Contextualisant. La taille d'un État n'est pas valable en tout temps et en tout lieu, il a une validité spatiale et temporelle. Selon les exigences. Et quand vous regardez sur un trend très long depuis 1956,
vous verrez que l'État tunisien s'est à chaque fois ajusté en fonction des impératifs du moment. Donc c'est le moment et c'est les exigences du moment qui font qu'on puisse ajuster la taille d'un État. Et ce moment, bien entendu, par définition, il est temporaire. Il est en fonction, dès que les objectifs sont atteints, on change. Et c'est Farid a 1000 fois raison d'insister sur la validité et le niveau d'obsolescence des lois. C'est même pas la peine de sortir des lois actuellement si elles sont faites, si elles sont déjà obsolètes sitôt. Sur votre question sur le ciblage. Il y a 3 semaines, moi j'ai sorti un papier, c'est Jeune Afrique, où j'appelle pour un nouveau modèle industriel. Parce que le modèle industriel que nous avons connu depuis l'indépendance a fait son temps avec les aménagements, etc. On est passé d'un État quasiment omnipotent, omniprésent, planificateur, intervenant dans tous les secteurs, à un État qui a voulu un peu, j'allais dire, susciter l'initiative privée, etc., à un État régulateur après le PASS, etc. Je crois que ça, c'est des éléments qui font que la conception même de l'État, à chaque fois, j'allais dire, a changé. Au jour d'aujourd'hui, j'entends bien que l'on me dise qu'il faut avoir, j'allais dire, un confort sur le plan représentation politique pour pouvoir passer un certain nombre de choses. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que, à partir du moment où on est en train de dire qu'on est dans l'ère de l'industrie 4.0, une analyse, c'est pour ça que l'ITES, c'est quelque chose de capital pour nous, l'Institut d'études stratégiques. Malheureusement, il n'est pas en train de faire son boulot, il fait tout à fait autre chose que son boulot, qui est de prévoir, qui est d'anticiper, qui est d'être un laboratoire pour provoquer, pour susciter le débat, pour nous faire rêver, etc. Mais quand on essaie de se projeter et de mettre à plat tous nos atouts, parce que c'est comme ça qu'un État doit fonctionner, en essayant de voir, de se positionner. Et quand on met à plat, on trouve qu'on a des avantages compétitifs qui sont incontestables sur un certain nombre de domaines que nous n'utilisons pas. Nous avons des avantages compétitifs en matière d'innovation, d'intelligence artificielle et de technologie de l'information et de la communication. Nous n'avons aucun outil financier de l'État, encore une fois, parce que je ne connais aucun cas au monde où le financement de l'innovation et de l'amorçage a été fait par des privés, que celui qui connaisse un cas me le dise. Donc, l'État, encore une fois, ne peut pas échapper à sa responsabilité pour amorcer, encore une fois. Nous avons des avantages, et donc, il faut mettre le paquet sur ça, en termes de, bien entendu, de formation des ressources humaines qui sont actuellement en train de partir et de quitter le pays parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités ou parce que ce n'est pas suffisamment rémunérateur. Deuxième secteur où nous avons réellement des avantages compétitifs, c'est les industries agroalimentaires. Nous pouvons être des champions dans ce domaine, alors qu'on est en train de négliger ça. Et quand je dis industrie agroalimentaire, avec bien entendu tout ce qui touche à l'agro-business, à l'agriculture biologique, etc., nous avons, et je m'excuse Mouna d'insister parce que c'est ton domaine, mais nous avons des avantages compétitifs incontestables dans le domaine du tourisme, mais il faut revoir la politique, il faut l'enrichir, il faut diversifier, il faut aller là où les autres ne peuvent pas nous atteindre. Or, le balnéaire, ça fait plus de 20 ans que nous disons que le balnéaire a fait son temps et qu'il faut le nourrir avec autre chose, avec le tourisme écologique et le tourisme d'aventure. Il faut peut-être passer un gap en matière de... je ne voudrais pas être en tout cas... D'autres domaines aussi, j'en avais serré 4, mais il faut absolument changer de modèle, et ça, il faut une volonté politique au plus haut niveau, et les secteurs répondront, parce qu'encore une fois, moi je le vérifie quasiment tous les jours, les investisseurs, et notamment les jeunes investisseurs, les start-upers, ne demandent strictement rien. Ils demandent qu'on leur foute la paix. Justement, une petite réaction tout d'abord de Monet par rapport au tourisme, ensuite vous, M. Kamala. Donc, si tu permets, Wessim, et dans
sur la même longueur d'onde que M. donc Carmona, qui dit que à un certain moment, quand il y a eu les crises sécuritaires dans les pays du Maghreb, le Portugal a décollé au niveau du tourisme, mais le Portugal n'a pu décoller au niveau du tourisme qu'en accueillant les compagnies low cost. Aujourd'hui, autant je partage l'avis de Sikara Ouli qu'on est en monoproduit, et que c'est un modèle qui s'essouffle, et la meilleure illustration, c'est la faillite de Thomas Cook. Autant aujourd'hui, on est totalement tributaire de l'aérien, et tant qu'on n'a pas accueilli et changé cette accessibilité du pays, nous sommes otages de l'aérien dans le tourisme, et on ne pourra développer ni le tourisme saharien, ni le tourisme golfique, ni le tourisme de luxe, ni le tourisme culturel, ni tous ces secteurs qui ont une plus forte valeur ajoutée que le tourisme balnéaire. Ceci dit, si Karaouli, malgré tous les travers qu'a notre modèle touristique actuel, nous avons été le moteur de la croissance en 2018. Nous avons un secteur qui pèse pour 14% du PIB, malgré les statistiques biaisées qui sont publiées. Nous avons montré par une étude qui est sur notre site web de la FTH, qui a été faite par KPMG, notre poids. Et à ce jour, au sein de l'ARP par exemple, nous ne disposons pas d'une commission tourisme. Donc pour les problématiques du secteur, nous devons aller nous adresser à la commission agriculture au sein de l'Assemblée nationale. À ce jour, les dirigeants, donc les principaux dirigeants politiques, déconsidèrent totalement ce secteur, alors que sous le contrôle de CRAB, au 31/12/2018, je pense que les réserves à la Banque centrale tournaient autour de 14 milliards et quelques au 31/12/2018, et la Tunisie, le tourisme a ramené un peu plus de 4 milliards de dinars en monnaie étrangère, rien qu'en monnaie étrangère. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on contribue pour environ 30% des revenus en devises du pays? Donc tout ça pour dire le poids de ce secteur qui, je vous l'accorde, Sikara Ouli, a un potentiel 2 à 3 fois plus important que son potentiel actuel, et continue à être totalement déconsidéré par les dirigeants. Merci. Merci. Mais bravo. Mais quand on parle de ciblage, par exemple, un des handicaps, c'est l'aérien, et il nous faut du ciblage, c'est évident, parce que sans ciblage, on se retrouve avec, on va faire l'aéroport du TIC, on ne va pas faire l'aéroport du TIC, on va développer l'aéroport d'Amphida, on va faire un train entre Amphida et Tunis. Je pense qu'on a la concentration d'aéroports internationaux la plus importante, je ne sais pas au monde, dans la région en tout cas, mais on se permet le luxe d'avoir des aéroports internationaux à 50 km l'un de l'autre, et on veut répéter la même chose avec UTIC. Et les exemples d'incohérence, merci. Voilà. Alors justement, en parlant de politique de ciblage, j'ai envie de faire rebondir ce Kamana, mais j'ai envie de vous dire, Madame Ounarli dit, mais on reproche au secteur privé de se plaindre. Encore, vous vous plaignez, vous dites que nous, on est rattachés à la commission agriculture et qu'il n'y a pas de commission spécifique pour vous. Adaptez-vous, c'est ce qu'il vous dirait s'il y avait des politiques ici. Adaptez-vous et faites de l'agritourisme. Tant qu'à faire. Mais c'est bien, c'est intéressant. C'est bien, le tourisme rattaché à la non, mais pour un secteur qui a, je pense, contribué à la moitié de la croissance environ de 2018. Quand même, j'aime bien élargir le panel, puisque vous êtes adressé au gouverneur, le chiffre, est-ce que vous confirmez, les réserves sont au point grâce au tourisme, il joue son rôle, hein? Oui, les flous Saïd Mohamed. Le dernier, micro. De dire ce qui a été fait aussi. Donc une des demandes récurrentes qu'on a fait au niveau du tourisme depuis ces dernières années, c'est que la Banque centrale, on a prié l'État de nous obliger à signer les contrats avec l'Union
opérateurs en devises étrangères. Les derniers mois, donc, la Banque centrale a été à l'écoute, et plus qu'à l'écoute, en soutien à cette demande. Et effectivement, il y a un décret qui est paru ou qui paraît cette semaine. Il y a une semaine. Voilà, cette semaine, qui a été fait sans nous. Donc on attend de voir, qui a été fait, qui l'a ada l'idara dans des milieux clés de l'administration, sans concertation, mais déjà c'est une demande à laquelle l'administration a répondu. Merci. Merci, très bien. N'est-ce pas, c'est Béchir? C'est bien, ça bouge à la Banque centrale. C'est bien, c'est Béchir Trabelsi. Oui, monsieur Carmon, à votre réaction. Ensuite, on va prendre 2 ou 3 réactions maximum. On doit terminer dans 10 minutes. Ouais. On va prendre deux réactions et ensuite revenir pour un dernier tour de panel, 1 minute chacun pour répondre ou ajouter quelque chose. 1 minute pour le ciblage. Oui, par pour le ciblage. La question de la ciblage, c'est qu'est-ce que vont être les industries de l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer en 10 ans? On doit la voir, mais c'est un petit peu comme le sel. Je peux vous raconter une petite histoire. On est des latins comme vous. Il y a 6 ans en arrière, 8 ans en arrière, le gouvernement a dit, bon, on veut être moderne, on veut oublier les industries traditionnelles comme la chaussure et le textile. On va investir grosso sur le semiconductors, whatever, industrial technology. Bon, 8 ans après, ils sont tombés en faillite, donc ils ont déménagé en Chine. Et le secteur qui a vraiment redressé l'économie, c'était les chaussures, qu'on a aujourd'hui une industrie presque proche de l'Italie au prix, et les textiles. Donc c'est difficile pour le gouvernement pour dire ouais, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Le ciblage que j'ai vu, que c'est le mieux qui a été fait par un État, c'était l'Irlande, aux années 70. Ils ont pensé dire, bon, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans l'avenir? C'est l'ingénieur. Donc il investit beaucoup sur la formation des ingénieurs. Et l'Irlande, c'était un des plus pauvres pays de l'Europe. Aujourd'hui, c'est un des plus riches. Ils ont investi surtout sur l'éducation. Donc l'État, c'est éducation, infrastructure, c'est de la justice et c'est de la régulation. Fort. C'est un État, comme on dit, c'est très bien, M. Habib, c'est un État qui est moins d'État, mais meilleur État. Merci beaucoup, merci monsieur Carmon. Alors, comme je disais, 2 réactions peut-être de la salle. Il y en avait une, c'est Moussa Mazreni qui me l'a demandé tout à l'heure, et il y en a une là, donc déjà c'est bien, rapide. Je ne sais pas, il est où, c'est bon. Oui, allez-y. Allez-y. Jamel Ksibi de la fédération BTP de l'UTICA. Oui, j'ai vu. Juste une question. Je vous jure que j'ai vu, c'est bon. Juste une question pour Si Farid et Sahbib. Est-ce qu'on peut encore investir, l'État tunisien, est-ce qu'il peut encore investir dans l'infrastructure et le logement? Sachant que on a le taux d'endettement qu'on connaît, sachant aussi notre capacité de gestion des projets. Vous avez parlé de l'AFD qui a 1 milliard d'euros non décaissé, pour ne pas dire bloqué. La KfW, on a 1800 millions d'euros, dont 120 millions de dons et 200 millions d'appui budgétaire qui traînent depuis 2016 dans nos administrations. Et ils ont fait appel à nous pour les aider. La Banque mondiale dit qu'on consomme la moitié de ce qu'on a à consommer. Et la question ici alors? La question, est-ce qu'on peut encore... C'est celle du début. Est-ce qu'on a les moyens? Parce que ce qu'on nous dit, on est endetté, on ne peut pas. Je donne juste un chiffre, si Wassim. 1 kilomètre d'autoroute rapporte à la Tunisie 1 million de dinars par an. Et la moitié en devise. Un arrêt d'une journée dû à l'inondation nous coûte 50 à 100 millions de dinars. 50 à 100 millions de dinars. Et je vous remercie. Vous avez dit 1 kilomètre rapporte 1 million, c'est ça? 1 million. Rasejdir, Mednin, c'est le calcul de la BAC. La moitié en devise. La moitié en devise. C'est Mostafa, et ensuite madame, et on revient au panel. Je pensais que vous l'aviez déjà donné, donc pour aller plus vite, donc voilà, donnez le micro. Samahni, madame. Merci. On peut donner déjà à madame pour enchaîner rapidement après. Fadal. Donc rapidement, 3 petits points. On a parlé d'application de la loi. Je dirais que s'il y avait une seule chose à faire pour relever le défi économique, c'est l'application de la loi. Rien d'autre.
Le deuxième point, on a parlé aussi de zones défavorisées, de développement régional, etc. Je pense qu'on a tout faux dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Si les zones sont défavorisées, s'il n'y a pas de développement régional, c'est que personne ne veut y aller. Personne ne veut y vivre. Y compris les gens originaires de la région ne veulent pas vivre dans la région. Parce que dans ces régions-là, il n'y a rien. On ne retrouve rien et il n'y a rien. Je peux vous assurer qu'en termes de santé, en termes d'ingénieurs, etc., ces gens-là ne veulent pas vivre dans leur région, ils la fuient parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de transport, il n'y a rien du tout. Si Karaouli a parlé de transport, si on n'a pas un transport public développé, aujourd'hui, on est obligé de posséder une voiture pour se déplacer. La voiture familiale, c'est à peu près 30 millions de dinars. C'est 30 000 dinars, pardon. Non. C'est à peu près 30 000 dinars. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à là. Ceci dit, les 30 000 dinars, c'est 8 à 9 ans de SMIC. Donc, si vous les donnez en plus à la famille, vous allez voir ce qu'elle pourra faire avec. Et ce qui fait que ces absences de santé, d'éducation, etc., se répercutent aussi dans les grandes villes. On voit les gens qui sont en train d'émigrer actuellement à cause de ça. Nous perdons des médecins, nous perdons des ingénieurs, etc. Et j'ajouterai un point sur ça, si vous permettez. On est un pays schizophrène. On a l'ATCT, on veut retenir nos compétences, mais on a l'ATCT qui leur trouve des débouchés à l'étranger. Malheureusement, l'ATCT ne trouve des débouchés que pour les gens dont on a besoin. Les médecins, les ingénieurs, etc. Ils ne trouvent pas de débouchés pour les gens qu'on a, qui sont chômeurs en grande quantité. Et donc, pour revenir aussi aux défis économiques, si Karaouli en a parlé, la dernière innovation qu'on a eue, je vais dire, c'était dans les années 70. On a attiré les entreprises totalement exportatrices. Et depuis, on n'a pas évolué. On n'a même pas essayé de faire le saut pour que ces entreprises-là fassent plus de valeur ajoutée. Et comme a dit Einstein, ce n'est que folie de faire toujours la même chose, de vouloir obtenir des résultats différents. Et nous, on continue avec les mêmes politiques économiques et on veut obtenir des résultats différents. On a parlé de l'ascenseur social qui est en panne, l'ascenseur économique aussi est en panne. Et donc, je dirais, comme on a pris trop de retard, on ne peut plus aller vers des scénarios où on a des petites incrémentations. Il faut aller vers un scénario de rupture. Parmi les choses aussi qu'on a perdues, c'est la planification. Je ne vais pas être long. Parce que nous aussi, on a pris du retard, donc je vais aller vers un scénario de rupture. On va aller à la rupture, d'accord. C'est la planification. Si on a autant de chômeurs diplômés du supérieur, c'est parce que l'université travaillait toute seule. Elle ne voyait pas les besoins des autres secteurs économiques. On a parlé de ciblage, et je suis tout à fait d'accord sur le ciblage, mais je préfère ne pas parler de ciblage sectoriel. Et je vais terminer avec ça, je préfère ne pas parler de ciblage sectoriel parce qu'il ne faut pas développer, se dire on veut être numéro 1 ou bien on veut être performant en textile ou être performant en mécanique ou électronique, etc. parce qu'on ne va pas pouvoir attirer des investisseurs d'une manière extraordinaire. J'ai fait un article dans l'Économiste maghrébin en mars 2018 qui était intitulé « Et si la Tunisie était le numéro 1 de la voiture électrique en Afrique en 2030 ?» C'est ça qu'il faut cibler. Entre autres, si on cible la voiture électrique, être le premier, on va faire un effet de com déjà, premièrement. Deuxièmement, on va toucher à plusieurs secteurs industriels. On va toucher à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique, à l'informatique, au textile, au caoutchouc, etc. Oui. Et aussi, d'un autre côté, on va faire en sorte que tout concentre vers ça. On va faire de la formation dans ce sens-là, on va faire de l'éducation dans ce sens-là, on va juste rapidement faire concentrer les financements de recherche et développement dans ce sens-là, et donc on sera fait connaître comme étant un pays où on peut faire ce genre d'activité-là et on va attirer des investisseurs dans ce sens-là. Merci à vous. Merci, c'est Mostafa Mesreni. Et en plus, vous allez faire au moins d'un homme dans cette salle, un homme très heureux, hein, qui est Amsel Belaïd. Je le voyais comme ça, sourire pour la voiture électrique. C'est pas lui qui va dire le contraire. Dernière question, madame, si vous pouvez être beaucoup plus brève. Très, très brève. Je voulais simplement réagir sur la question des ressources non utilisées. Ne s'agit-il pas d'un problème de cohérence globale des politiques économiques? Lorsqu'on se donne pour objectif de réduire le déficit budgétaire, le parent pauvre, ce sont les dépenses
d'investissement. Et donc, ça n'est peut-être pas une incapacité à dépenser, mais c'est simplement une volonté de ne pas dépenser. Merci. Merci madame. Donc on va revenir pour un dernier tour de 2 panels et nous allons vous libérer vraiment dans quelques minutes. Donc moi je propose peut-être 1 minute par speaker. Vous allez prendre un petit peu plus, c'est pas la fin du monde, pour réagir par rapport à ces questions ou si vous avez n'importe quel élément que vous voulez ajouter voilà, pour clôturer ce panel. On peut commencer de votre côté et arriver vers Serbi. Voilà. Vous pouvez commencer, M. Carmona, peut-être. Non, je n'ai pas écouté la question. Alors, le mot de la fin. Hein? Alors, si vous voulez réagir par rapport aux questions de la salle, ou si vous aviez des conclusions ou des idées à rajouter. Voilà, pour clôturer. Ouais, ça c'est des fonctions de l'État, les fonctions de combat à l'exclusion sociale. Ça c'est très important, mais c'est la base de tout. Mais concernant la fin, on a dit que c'est donne pas le poisson, mais donne l'éducation pour les péchés. Et ça, c'est très important pour combattre l'exclusion. On va perdre la miséricordie, la charité. C'est vraiment d'aider les gens à retourner au marché du travail pour faire les choses. Je pense que c'est une façon plutôt respectable de donner combattre la faim. Évidemment, c'est une possibilité. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce panel, M. Carmona. Alors, Mona Aledi? Moi, je vais redire que le privé fera tous les sacrifices nécessaires pour améliorer la gouvernance du pays et que il faut que, je ne sais pas s'il y a suffisamment de responsables dans la salle, de responsables au sein de l'administration. Aujourd'hui, il y a un climat d'hostilité, je pèse mes mots, entre le chef d'entreprise et l'administration. À chaque fois que le chef d'entreprise s'adresse à l'administration, l'hostilité est ressentie, et lorsque on s'adresse à des responsables politiques pour dire que tel ou tel secteur a besoin de soutien, en face, au lieu de penser que le soutien qu'ils vont mettre pour ce secteur va en fait rapporter par la suite le double, le triple et parfois même x10 ce qu'ils auront mis comme mesure de soutien, malheureusement on est dans des calculs purement arithmétiques et non pas stratégiques, où on dit on n'a pas les moyens de soutenir alors que le secteur est souvent un secteur porteur. C'est tout, c'est les messages que j'ai à faire passer aux responsables politiques et aux responsables de l'administration. Merci Mounay Ben Halima. J'aurais dû faire ça dès le début. D'habitude elle me reprend, dit Ben Halima, non, Ben Halima, je sais ce que je dis. En plus, il y a le Ben Halima qui me regarde depuis tout à l'heure de travers. Alors, Monsieur Dirk, your thoughts probably about whatever, if you have anything to add or about what has been said from the audience. And, Very short. I'm still convinced that the state is not the better entrepreneur. Private sector is the best entrepreneur you can find as long as the state is a strong state. And strong state means not a fat one, but it means a state who is taking the tasks, creating a framework environment that private sector is able to work. Thank you. Thank you, Mr. Dirk. Seferid? Deux mots. Première chose, quand on parle de la taille de l'État ou de l'importance de l'État, il ne s'agit pas de gouvernement. Il s'agit de l'État dans le... Voilà. Il s'agit de l'État dans ses fonctions, j'allais dire, régaliennes, dans ses fonctions de réglementaires, régulatoires, possiblement législatives. Il ne s'agit pas d'avoir 60 ministres, il ne s'agit pas d'avoir une cacophonie au niveau d'un gouvernement qui ne se tient pas. Et d'ailleurs, on le voit, dans les pays les plus performants sont des pays où vous avez des gouvernements qui sont restreints, parce qu'il s'agit effectivement d'être efficace et de ne pas être pléthorique. Première chose. Deuxième point, c'est, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, cette question de ciblage qui est importante. Nous avons eu d'énormes débats qui ne sont toujours pas résolus sur cette affaire de ciblage industriel. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des politiques qui vont vers un secteur par rapport à un autre? Ou est-ce qu'il faut laisser au marché la possibilité de s'auto-réguler par rapport à ça? Grande conversation, et il y a des exemples positifs des deux côtés. Et là, il faut vraiment lire un peu l'environnement dans lequel nous travaillons en Tunisie. Et le troisième point, et j'arrêterai ici, nous avons pris un certain nombre de retards.
retard avec S. Et il est possible qu'aujourd'hui, si nous sommes dans une logique de faire les choses de manière séquentielle et de faire les choses de manière pensée, raisonnée et donc relativement lente, nous ne pourrons pas saisir la compétition qui est autour de nous. Peut-être est-ce qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où il faut faire du leapfrogging. Il faut essayer d'aller au-delà de ce qui est conventionnel. Et peut-être que Marouane va sauter au ciel, mais je pense qu'au niveau de la Banque centrale, une relaxation des possibilités pour les entrepreneurs de pouvoir avoir accès à leur capital, de pouvoir gérer leur devise de manière plus flexible, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et il ne s'agit pas simplement de ça, hein. Il y a aussi d'autres mesures à prendre, de manière à ce que nous sautions les étapes. Nous n'avons plus le temps. Moi, quand je vois autour de nous les pays qui sont en train d'avancer, ils ont pris tellement de pas devant nous que finalement, si nous allons suivre ce qu'ils ont fait, nous resterons toujours en retard. Donc il faut faire du leapfrogging, il faut le faire très très vite. Il faut faire très très vite. Merci à vous. Serbi, last but not least, la lourde tâche de clôturer peut-être. Bon, pas juste pour rejoindre Seferid et Simost, effectivement, leapfrog, il faut faire, c'est clair, c'est évident, d'autres pays l'ont fait, d'un saut de grenouille, parce que ce n'est pas un processus cumulatif séquentiel, il faut, on est en train de parler de saut de génération technologique, donc entièrement d'accord avec vous, si tant est bien entendu que les décideurs aient cette capacité-là et ce courage-là. Juste en 2 mots, monsieur, il y a encore de la marge pour de l'investissement public dans l'infrastructure, mais il faut prioriser ces investissements. Si c'est pour faire des pseudo-échangeurs intra-urbains, ça n'a strictement aucun sens. J'attends qu'on me démontre l'utilité économique de ce type d'infrastructure, parce que c'est fait de l'évitement pour d'autres politiques de transport public dignes et de ce nom. Mais si c'est pour faire des pistes agricoles, pour désenclaver des régions, pour restaurer des voies, les doubler, etc., bien entendu, ils sont toujours les bienvenus et l'utilité économique tout à fait calculable. Moi, j'ai envie de dire que je reste fondamentalement, j'allais dire, un incorrigible optimiste. Parce que je crois qu'il n'est pas de situation que l'être humain ne puisse pas se résoudre, confronté depuis, j'allais dire, des dizaines de milliers d'années à des situations extrêmement difficiles d'adaptation. Et donc, je maintiens que tous les déficits sont résorbables. On est en train de parler de quantité, etc. Sauf un, c'est le déficit de l'imagination, malheureusement. Et donc, ayons quand même de l'imagination, soyons innovants, soyons disruptive, faisons bouger les lignes, osons justement les ruptures qu'il faut, et les choses ne peuvent qu'aller mieux, et je vous remercie. Faites-nous rêver. Alors, merci à vous, merci à tous nos panélistes. On vous attend à 15h45, à partir de 15h45 pour la suite. Et le 3e panel, crise sociale, quel modèle d'inclusion adopter? Vous aurez Madame Beverly Schaeffer, qui est vice-présidente du Parlement d'Afrique du Sud, Madame Leila Benguessem, entrepreneur social, Monsieur Razil Bish, CEO de Van Lac, et le tout sera modéré par Monsieur Semi Banour, journaliste à Hawatou. Ce soir, réception de networking offerte par Miss Fat à Dar el Andalus. Merci à vous.